Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'éclairage et de rendu et ça va être très très cool. Si t'as pas vu les vidéos d'avant sur ce même projet, je te conseille d'aller les voir, je te mets la playlist juste là, comme ça au moins tu sais faire. Il y a plein de choses que je vais pas expliquer, donc si tu comprends rien, c'est que il y a des vidéos que tu n'as pas vues. Sinon, c'est parti, ça va être très cool aujourd'hui, on va faire notre première image finie en entrée, on va faire notre premier rendu, pardon, ça va être excellent. Let's go. Donc nous revoilà, je vais repasser du coup sur mon écran d'ordi, sans trop de surprises. Et là, ce qu'on va faire, c'est que bon, tu te souviens, c'est ce qu'on a fait la fois dernière, mais avant de rattaquer cette scène-là, je vais prendre une scène vide pour t'expliquer comment fonctionne l'éclairage dans Blender. Donc c'est parti. Alors, dans cette scène vide, je vais créer avec Shifter MP ouais, un plan et un Suzanne. D'accord. Bon, là, globalement, je pense que je t'apprends rien, et j'espère bien, sinon c'est que tu n'as pas écouté les cours qui suivaient avant. Hein. Donc je vais prendre ce Suzanne et le mettre sur notre sol. Je vais la smoother, rappel, le petit raccourci, CTRL 3 qui va bien pour smoother directement un objet. Pas 3 du pavé numérique, mais simplement 3 au-dessus de ton clavier. Clic droit, Shade Smooth. Et on a notre Suzanne et on va du coup parler d'éclairage. Alors pour parler d'éclairage, on va repasser en rendu ici. Mais contrairement à la dernière fois, ici on va bien faire gaffe à ce que Scene Light et Scene World se soient cochés pour que ce soit le monde de notre 3D qui soit utilisé et les lights de notre 3D qui soient utilisés, pas les éléments temporaires de Blender pour nous aider à faire le shading sans lighting. Encore une fois, j'ai déjà parlé de ça dans le cours de la semaine dernière, enfin de la fois dernière plutôt. Cela étant dit, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire bon bah très bien, on a notre Suzanne. Le premier truc à faire, c'est enlever ce scénario en blanc gris là et le mettre noir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le gris nous perturbe parce qu'il éclaire des choses alors qu'on ne voudrait pas. Nous, on va pouvoir voir exactement ce que fait chaque lumière. Donc ici, je vais venir ouvrir un nouvel écran parce que je vais avoir besoin de mon outliner pour voir mes lights et je vais avoir besoin de mon panneau de propriété en dessous pour pouvoir les modifier. Donc j'ouvre une nouvelle fenêtre, je ne rappelle pas comment on fait, tu devrais savoir maintenant. Et je viens du coup ici simplement dans le world. Donc ça, le world, c'est ce qui contrôle les paramètres de ce qu'il y a là, ici, là. D'accord. Et là, je vais mettre simplement la strength à 0 pour qu'il devienne noir. D'accord. Donc c'est important ici que tu ne vois rien et que tout soit noir. Sinon, ça veut dire que ton world éclaire quelque chose. Ok. Et il faut vraiment éviter cela. Je vais juste prendre ma tête ici et la baisser pour être sûr que ça ne vienne pas. Voilà, bloquer. Que ça ne vienne pas bloquer les paramètres ici. Cela étant fait, maintenant qu'on a notre world en noir, on peut commencer à créer des lumières. Donc, pour créer une lumière, c'est comme n'importe quel objet dans Blender, c'est Shift A et il y a un sous-menu Light sans trop de surprise. Et ici, on va pouvoir choisir la lumière qu'on veut. Alors, je vais te présenter les 4 types de lumière qui existent dans Blender. La première, c'est la point light ici. Donc, on la voit pas parce que là, elle est dans Suzanne, normal. Alors, un truc à savoir, c'est que tes lumières, tu peux les voir qu'en rendu, d'accord? Ou en matériel preview, mais en wireframe et en solide, les lumières ne sont pas affichées, d'accord? Tu les vois simplement, elles sont juste là, tu vois, que c'est un objet, c'est une sélection, tu vois, mais elles n'affichent rien, elles n'ont pas d'effet sur ton affichage. Donc, je passe en rendu, et là, on voit que l'effet du point light. Alors, comment ça marche une point light et à quoi ça correspond? Une point light, c'est très très simple. C'est un point dans l'espace qui éclaire dans toutes les directions, ok? Quelles sont les propriétés de l'éclairage d'un point? Très basique. Je peux augmenter sa puissance et la manière dont ça va éclairer un objet est tout le temps la même. Plus il est proche, plus la zone qui va éclairer sera claire et plus la zone qui est éclairée est lointaine, plus elle sera foncée. Donc plus en gros la puissance de la lumière va décroître avec sa distance. Okay. Et le point éclaire dans toutes les directions. Et c'est tout. Donc en gros, entre guillemets, il y a deux choses qui impliquent qui impactent la manière dont un point éclaire une scène. C'est évidemment sa position, parce que si je suis là, c'est beaucoup moins puissant que là. Et évidemment, sa puissance. Pour changer sa puissance, ce sera dans les paramètres de lumière ici, dans tes propriétés, et la power ici. Okay, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a un autre truc dont je dois te parler qui est important avec le point, mais c'est valable pour n'importe quelle lumière, c'est ce qu'on appelle le radius. Le radius, en fait, c'est la taille de ton point. Regarde, quand je l'augmente, on voit que la taille ici augmente, et du coup, en fait, la lumière, elle a fait tout ça. Et je peux te le prouver parce qu'on peut afficher les lumières au rendu directement. Je te montre. Ici, tu vas dans Object, Visibility, et tu viens à cliquer sur Caméra. Et là, on voit bien que du coup, c'est bien la taille de la lumière. Ok. Alors, à quoi ça sert de savoir faire ça? Alors, évidemment, afficher une light dans la caméra, ça a souvent aucun intérêt, mais peu importe. Et ben en fait, l'idée, c'est que, et ça, c'est une règle physique. C'est pas une règle de Blender, c'est une règle physique pour toutes les lumières du monde.
Dès que ta source lumineuse est petite, donc là à 0 par exemple, donc ça veut dire qu'elle est infiniment petite, les ombres sont dures. Tu vois, l'ombre est parfaitement dessinée. D'accord? Plus la lumière est grande, plus les ombres deviennent floues, ce qu'on appelle les ombres en éventail. D'accord? Donc je répète, plus le radius est petit, plus les ombres sont grandes, plus le radius est grand, plus les ombres sont floues. Un autre truc qui fait grandement, qui a un impact grand sur le flou de l'ombre, c'est la distance. Plus ta lumière est loin, je vais mettre une puissance à 1000, plus les ombres sont dures. Plus la lumière est proche, plus les ombres sont floues. Donc ça, c'est les deux. Il y a deux éléments à bien comprendre, c'est que du coup, on va dire le flou de l'ombre, mais c'est pas vraiment le flou, c'est plutôt le fait qu'elle parte en éventail comme ça. Mais bon, on va appeler ça du flou. Est impacté par 1, la taille de la lumière. Plus elle est grande, plus c'est flou. 2, sa distance par rapport à l'objet. Plus il est loin, plus elle est nette. D'accord? Donc ça se compense en fait. Donc ça, c'est le premier truc à comprendre. Et ce que j'ai expliqué sur la taille de la lumière et la distance, c'est valable pour toutes les lumières de tous les logiciels, de tous les moteurs de rendu de la vie, tout le temps. Ok? Donc retiens-le bien. Et globalement, tu as tout ce que tu dois savoir sur une lumière. Tu peux évidemment aussi changer la couleur si tu le souhaites. Yeah. Ok, bon, peu importe. Semblant. Voilà. Donc je vais supprimer ce point et je vais créer du coup une autre lumière. Hop, et je vais créer un sun. Alors, la sun avec la particularité, c'est que tu peux le déplacer, d'accord, avec G. Mais tu vois qu'en fait, en le déplaçant, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, un sun, c'est une lumière qui est en fait infiniment loin. Et je vais te le prouver encore une fois en te l'affichant. C'est qu'en fait, le sun ici, quand je l'affiche, il n'est pas. Là, je le vois pas, tu vois. Il n'est pas là. En fait, si, il est infiniment loin. Là, il est en haut. La preuve, hein, si je l'isole, si je regarde en haut, en fait, il est là, mon sun. Tu vois? Et quand je le tourne, en fait, tu vois que, hop, en fait, le point se déplace. En fait, à quoi ça correspond un sun? Ça correspond à un soleil, hein, dans la vraie vie. Un soleil, le soleil, c'est quoi? C'est une lumière qui est infiniment loin et qui, contrairement du coup au point, n'a pas de position dans le monde. Elle a juste une rotation. Le fait de la déplacer dans le monde, c'est juste de l'affichage, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire que le soleil, il a un truc très intéressant par rapport au point, c'est que la distance des objets par rapport à lui n'a aucun impact. Donc, ça veut dire que peu importe les objets où sont des objets dans la scène, ils seront tout le temps éclairés de la même manière par le soleil. Le seul truc que tu peux changer, c'est sa direction. Donc c'est pour ça aussi que ça s'appelle aussi une directionnelle dans les autres logiciels. Donc voilà. Et à quoi ça sert un sun? Ça sert à faire un soleil, tout simplement, parce qu'en fait c'est exactement la manière dont se comporte le soleil sur Terre. Parce qu'en gros, le soleil est tellement loin que c'est un petit peu comme si on avait une lumière qui était infiniment loin et qui pouvait que tourner autour de nous. Donc on peut juste tourner le soleil pour avoir des éclairages directionnels différents. Tu peux changer la puissance aussi, et de la même manière, tu peux aussi changer son radius, ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'angle. Je sais pas pourquoi ils ont pas appelé ça aussi radius, mais peu importe. Parce que, encore une fois, c'est vraiment un radius. La preuve, si je regarde là le soleil, tu vois bien qu'en changeant l'angle, je change bien sa taille. Donc c'est toujours pareil. Ah, tu vois. Donc voilà un petit peu le principe du soleil. Un autre truc aussi, c'est que faut te rendre compte que la puissance que tu as là, elle est étalée sur la taille de ton truc. Donc plus ton soleil est grand, plus tu vois le soleil éclaire de manière uniforme partout. Alors que si tu le rends tout petit, il éclaire de manière très forte, concentrée. Ça va avoir un impact sur les lumières que je vais présenter tout à l'heure, le fait que ta puissance se dilue sur la taille de la lumière. D'accord? Tout ça, c'est important. Donc voilà, encore une fois, plus c'est grand, plus c'est flou, et tu as la puissance ici et la lumière. Il est important de comprendre que la puissance de ton soleil sera souvent beaucoup moins importante que la puissance de tes autres lumières, parce que contrairement aux autres lumières, le soleil n'a pas sa valeur de luminosité qui décroît. Donc c'est-à-dire que ce que tu vois là, c'est la valeur comme si le soleil était collé, tu vois. Alors que toutes les autres lumières que je vais te présenter derrière ont une luminosité qui décroît avec la distance, comme la point light. C'était le sun. On continue, on arrive du coup sur le spot. Le spot, du coup, c'est vraiment un truc, ça sert à faire. Ça marche exactement comme une point light, sauf que tu as un cône qui te permet de, on va dire, masquer, de garder qu'une seule partie de la direction de la lumière. Mais sinon, c'est exactement la même chose. La preuve, si je fais ça et que je augmente le cône, donc tu vois, le cône, je peux le changer ici, et que je le mets à genre 180, tu vois que j'ai une spotlight seulement sur 180. D'accord? Donc sinon, c'est exactement la même chose. Donc je ne vais pas revenir sur ces paramètres-là, parce que c'est la même chose que la spotlight, du coup, que la point light, pardon. Par contre, un truc intéressant, c'est du coup de parler des paramètres du beam shape. Le beam shape, c'est en gros comment je contrôle la zone que je veux isoler, en fait, de mon, de mon éclairage à 360 degrés de ma point light. Mais c'est très simple ici, j'ai l'angle pour déterminer à quel point je veux un cercle serré ou pas, et je blend pour lui dire à quel point je veux que ce soit un dégradé ou pas. D'accord? Pas de dégradé, dégradé.
ok. Et après, derrière, tu peux choisir de orienter ton cône un petit peu comme tu veux avec R, et tu peux le déplacer. Et là, pour le coup, évidemment, plus il est loin, plus ça va. Enfin, tu as le même truc que la point light, parce qu'encore une fois, c'est une point light avec un masque, hein, c'est pas plus que ça. Ok. Et globalement, c'est pas plus compliqué que ça, une spotlight, donc je vais pas en dire plus. Et enfin, il y a une area light qui va être en fait souvent la lumière qu'on utilise la plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, elle a tendance à coller vachement avec la lumière de nous. Donc, comment fonctionne une area light? Exactement comme une spotlight, à la différence que elle n'éclaire que dans un sens et via un rectangle. Donc, je vais te l'afficher ici. Voilà. Donc, on a notre point light ici, c'est un rectangle blanc, d'accord? Et comme je t'ai expliqué, plus la taille de la light est grande, plus l'ombre sera floue. Donc, c'est-à-dire que si j'augmente sa taille ici, tu vois que l'ombre est beaucoup plus floue, d'accord? Et on voit aussi qu'elle éclaire moins. Enfin, que plutôt son énergie est diffusée. Je t'ai expliqué parce que c'est comme le soleil, l'énergie, ce chiffre-là, est diffusée sur la taille de la lampe. Ici, j'ai changé la taille, mais en fait, sache que la taille, je peux aussi la changer avec S. Et ça, c'est valable seulement pour les area light. Quand, excuse-moi, quand je fais un scale, ça change aussi la taille de ma lumière. D'accord? Et du coup, évidemment, je change l'ombre. Hein. On voit bien ici. C'est important de bien capter ça parce que sinon, tu vas bien galérer à comprendre tout ce que je vais faire derrière. Donc ici, les lights, voilà. Hop, hop, ok. Donc ça, c'est bien important de capter ce concept-là, c'est que l'area light, c'est comme une point light, à la différence que au lieu d'avoir un point, c'est un rectangle qui éclaire, et ça n'éclaire que dans une direction, pas dans la deuxième. Un truc aussi important à capter avec cette area light, c'est qu'en fait, elle est vachement bien parce qu'elle correspond vraiment aux lights qu'on a dans la vraie vie. Tu vois, les area lights qu'on utilise nous en tournage, bah, c'est ça en fait. Tu veux faire une fenêtre, bah, c'est un carré blanc en fait, une fenêtre. Donc il y a beaucoup de lights qui collent à ça dans la vraie vie. Et finalement, les seuls lights qui ne collent pas à ça dans la vraie vie, c'est les ampoules que tu aurais classiques, qui colleraient plutôt ou à une spotlight en fonction de s'il y a un truc qui cache au-dessus, ou à une point light s'il y a rien qui cache. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant avec ça, c'est que tu peux utiliser un truc qui s'appelle le spread, qui permet de plus ou moins dire à ta light, ok, s'il te plaît, éclaire pas trop à un certain degré. Et ça peut donner du coup des éléments assez intéressants, genre tu veux faire une porte qui s'ouvre. Tu vois. Mais ça va te faire assez cool, et encore une fois, ça a un impact aussi sur l'ombre, parce que du coup, c'est un petit peu comme si tu réalisais la taille de la lumière. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement des lumières en tant que tel. Okay, donc rien de vraiment très compliqué, tu l'as vu, c'est plus simple que les shaders, mais c'est important de comprendre les différents systèmes. Donc je rappelle du coup les bases, hein, pour bien que tu aies capté, c'est la puissance de la lumière, ça permet d'éclairer. Cette puissance est corrélée à la distance de la lumière par rapport aux objets, c'est-à-dire que si ta lumière est loin, il va falloir éclairer plus pour avoir la même luminosité, d'accord? Parce qu'en fait, là, tu vois, je suis très éclairé, là, je le suis beaucoup moins, parce que la luminosité de la lumière décroît avec la distance par rapport aux objets. Et le deuxième truc, c'est que les ombres, l'éventail des ombres, la taille du flou, dépend de la taille de la lumière. Plus ta lumière est petite, plus tes ombres seront floues, nettes, pardon, plus ta taille est grande, plus tes ombres sont floues. Et c'est aussi inversement corrélé à la distance. Plus ton objet et ta lumière sont proches, plus les ombres seront floues, plus ton objet et ta lumière sont loin, plus les ombres sont nettes. Okay, donc ça, c'est important à bien comprendre parce que ça va être très important quand on va lighter notre scène de savoir quoi et où et comment on s'organise. Donc on a vu les lights, il reste un truc encore à voir, c'est la gestion du world. Parce qu'en fait, on l'a juste mis en noir pour l'instant le world, mais en fait, on peut faire des choses intéressantes avec. Pourquoi le world c'est important? C'est ce que j'expliquais quand on faisait la partie du shading. C'est très important que ton objet, quand tu travailles avec lui, il faut qu'il reflète des trucs. D'accord? Et tu vas évidemment pas t'amuser à chaque fois à remodéliser tout l'environnement de ton objet. Donc ce que tu veux, c'est en fait, tu vas mettre une photo d'un environnement tout autour. D'accord? Tout autour du monde. Et ça va être une espèce de photo. Et cette photo va se refléter dans l'objet. Et c'est ce qui va rendre du coup ton objet réaliste. Parce que, encore une fois, le fait qu'un objet soit réaliste et qu'il soit cohérent en 3D, c'est parce qu'en fait, il a une matière qui a une partie qui est réfléchissante, on l'a déjà vu, mais pour qu'on voit cette partie réfléchissante, il faut qu'elle reflète un truc. Et ce qu'elle va refléter, c'est ce qu'on appelle le world, ou aussi, donc le world, c'est le nom que Blender a donné, mais dans, on va dire, la nomenclature de l'industrie de la 3D en général, ça s'appelle une HDRI. C'est la même chose. Alors une HDRI, comment ça marche? Je reviens ici. L'HDRI, c'est vraiment l'élément indispensable quand tu fais de la 3D. Si tu n'as pas d'HDRI, ta scène sera tout le temps éclatée, tout le temps, ou en tout cas la plupart du temps. Donc tu veux avoir une image dans ce world qui fasse que ton objet reflète un truc. Okay, donc comment on fait pour mettre une image dans ce world? C'est très simple. Tu viens ici dans cette couleur, tu cliques dessus.
D'accord? Et là, il y a un petit bouton, tu vois. Pardon, là. Et là, tu viens chercher ici et tu viens chercher environnement texture. D'accord? Ça sert à mettre une image là-dedans. Et là, tu fais open et tu viens chercher n'importe quelle image. Alors moi, j'en ai bien. Je la mettrai dans les fichiers de ce petit cours. J'explique tout comment avoir ça à la fin de la vidéo. Donc, voilà, sinon tu en prends n'importe quelle image sur internet. Alors il y a des formats d'images particuliers pour que ça se vienne mapper parfaitement la sphère autour, mais en vrai on s'en fout complètement parce qu'on veut juste un truc à refléter, donc si ça mappe pas parfaitement, c'est pas grave. Moi j'aime particulièrement celle-ci qui n'est pas du tout une HDRI classique en termes de format, mais qui est juste une image. Alors on ne la voit pas parce qu'on a mis la force à 0, donc on la remet à 1 ici, voilà. Et du coup tu vois ça se mappe n'importe comment, mais on s'en fout, l'idée c'est juste qu'on ait des choses à refléter, d'accord? Voilà, là on voit que ça reflète des couleurs, ça reflète des nuages, etc. C'est cool. On peut faire d'ailleurs le test pour voir exactement ce que ça reflète. On peut mettre un shader à Suzanne qui est full réflexion. Donc un shader qui est full réflexion, rappelle-toi, c'est métallique à 1, roughness à 0. Excuse-moi. Donc pour ça, je vais faire ça, je vais créer mon matériel ici, plus. Et tu vois que là, j'ai les paramètres de mon principal shader, de mon BSDF. Donc on a déjà vu. Donc ici, métallique à 1, d'accord, et roughness à 0. Et là, du coup, on voit exactement ce que ça reflète. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a de la réflexion et que c'est cool et que ça suffit amplement pour comprendre ce que notre objet fait. Ok? Donc, je répète, il nous faut une HDRI et celle-là, par exemple, elle est très bien. C'est celle-là que je vais utiliser pour lighter notre pistolet. Ok? Donc, cela étant fait, on va pouvoir du coup attaquer la partie pratique. En partie, on va éclairer directement notre pistolet. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Je ne vais pas enregistrer cette scène, on s'en fout. Je vais plutôt aller réouvrir notre sun, ici, notre gun, ici. Voilà. Je vais l'enregistrer. Je vais du coup l'enregistrer sur une autre scène pour que tu puisses avoir la version aussi lighting à part. Alors, là, la base, du coup, ça, je peux dégager. Ça, je peux dégager. J'aime bien quand je light, par contre, avoir toute ma scène. Voilà. Et le truc que je vais faire ici, c'est que je vais simplement repasser en rendu. Mais par contre, au lieu d'avoir le world ici qui est préfet pour moi, qui n'est pas un truc qui sera utilisé en rendu à la fin, je vais simplement ici venir cocher scene light, scene world. Et du coup, on repasse dans la vraie vie, entre guillemets. Je vais commencer par mettre le world ici. Donc, on l'a vu, le world. Je vais venir chercher une environnement de texture là et ouvrir du coup l'image que j'avais il y a 30 secondes. Donc, celle-ci. Maintenant que c'est fait, du coup, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Je vais certainement changer la luminosité derrière après, ok, pour pouvoir lighter, mais ça me permet juste d'avoir quelques réflexions. Ok. Je vais peut-être même la mettre un peu moins fort, peut-être à 0,1, juste pour avoir les réflexions, pour pas qu'elle éclaire trop. Je veux que ce soit assez sombre pour que je puisse voir l'impact de mes lumières. D'accord? Et là, je vais commencer à mettre mon objet. Alors le truc, c'est qu'avant de lighter, il faut faire ce qu'on appelle un layout. Un layout, c'est juste placer les éléments et une caméra pour qu'on se rende compte de à quoi ça va ressembler. Alors, le truc, c'est que, évidemment, un layout, c'est beaucoup plus compliqué en vrai, parce que tu as beaucoup plus d'éléments, mais là, on a un élément assez simple, donc ça va être assez facile à faire. Donc, je vais juste passer ici en solide, et je vais du coup placer mes éléments pour avoir un truc intéressant à montrer à la caméra. Donc, le premier truc à faire, du coup, c'est de faire une caméra. On l'a déjà vu, Shift A ici, caméra. D'accord? On l'a vu dans la première scène où on a parlé de notre objet. On va se mettre dans la caméra en appuyant sur 0 du pavé numérique, et on va appuyer sur N, et ici, Tool, et on va cliquer ici sur View, et ce qu'il est View et Lock Camera to View. D'ailleurs, c'est un truc, moi, c'est une option que j'utilise tout le temps et elle est vachement cachée, elle me saoule. Mais ce que tu peux faire, c'est ici, c'est clic droit dessus et tu peux faire Assign to Quick Favorite. Alors, moi, tu vois, c'est écrit Remove parce qu'il est déjà dedans, mais du coup, tu peux faire Assign to Quick Favorite. L'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as fait ça, d'accord? Clic droit, Assign to Quick Favorite. Maintenant, dès que tu vas appuyer sur Q pour Quick Favorite dans ta vue 3D, tu vas avoir accès du coup au menu ici Log Camera to View. Alors, tu vois, moi j'en ai quelques-uns d'autres que j'ai ajoutés, tu vois. Hop, hop. Mais ici, paf, Log Camera to View. Et maintenant, quand je me déplace, la caméra reste Log Cam à vue. Si tu ne comprends pas ce que j'explique là et que ça te paraît d'aller un petit peu vite, c'est parce que tu n'as pas vu le premier cours sur l'interface de Blender, ce que je t'invite à aller voir, je te le mets en haut. Donc, on va placer la caméra ici de manière assez intéressante. Donc, je vais la mettre ici, par exemple, voilà, comme ça. Je vais ici couper ma vue en deux pour pouvoir hop, sortir et travailler. Hop, voilà. Et je vais ici créer un sol. Hein, c'est quand même mieux d'avoir un sol. Donc Alt G, S. Voilà. OK. Et on va placer du coup notre objet sur le sol. Alors ce qui serait bien, c'est que là, quand je le déplace, il n'y a rien qui suit. Donc c'est un peu chiant. Je vais cacher le sol 30 secondes. Je vais prendre tous mes objets. D'accord? Enfin, pas tous mes objets, parce que je crois que ça c'est déjà parenté. Ouais. Donc plutôt cet objet-là, là, ça, ici. Notre digicode, notre bouton. Le truc à la fin ici, je vais faire CTRL-P, Keep Transform. Okay, encore une fois, ça permet d'attacher l'objet à cet objet-là. Encore une fois, je t'invite à aller voir les cours précédents si tu ne te souviens pas de cela. Cela étant fait, maintenant quand je déplace ça, tu vois que tout suit et c'est super. On va du coup le placer de manière assez intéressante par rapport à notre sol. Donc on va réafficher notre sol. Pour réafficher notre sol, je répète, c'est Alt H. Je vais d'ailleurs réafficher aussi mes raccourcis. Voilà.
pour que tu vois ce que je fais. Et je vais prendre du coup cet objet et je vais ici venir le monter. D'accord? Alors ce qui se met en fait, moi j'aimerais juste qu'il soit un petit peu posé, tu vois, sur le sol, hop, directement. Tac, hop. Voilà, c'est pas mal. Sache que c'est pas grave que les choses Enfin, c'est pas grave, faut pas abuser non plus, mais si ça transperce un peu, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que le moteur de rendu, lui, quand il voit un truc qui transperce quelque chose, il fait une ombre de contact. Donc c'est ce qu'on veut en fait, hein. Par contre, si ça vole, là par contre ça va se voir. Ok. Donc voilà un petit peu l'idée. Et je vais venir placer ma caméra là-dedans pour voir, pour faire un truc un peu sympa. Comment je fais un truc cool? Peut-être la tourner un petit peu, à la limite. La caméra, je parle. Voilà. Un truc un peu dynamique, tu vois. Ouais, c'est pas mal. On va essayer de passer en rendu pour voir ce que ça donne en termes de trucs. Alors tu vois que là, on touche pas parfaitement le sol, donc c'est pas ouf. Donc je vais venir vraiment faire toucher le sol, ici. Donc, hop, je vais te montrer une petite astuce. Tu vois, là, c'est un peu chiant quand je tourne. À chaque fois, ça tourne au milieu, du coup, ça va lever le truc derrière. Mais je sais que le truc derrière, il est bon. Lui, il touche le sol. Donc comment je peux faire ça? Je vais faire un shift-clic droit à ce niveau-là, ici, là. Là. Bam, sur la pointe de l'élément. Tu cliques shift-clic droit ici, d'accord? Tu vois qu'il y a une espèce de une petite bouée là qui s'est mise à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le curseur 3D. Le curseur 3D, c'est un truc vraiment pratique qui est juste une position dans le monde, mais tu peux l'utiliser cette position dans le monde pour faire des transformations particulières. Tu dois pas avoir tout compris ce que j'ai dit là, mais c'est pas grave, je vais te montrer, tu vois, ça va te paraître relativement intuitif. Donc j'ai mis ma petite bouée au bon endroit. Maintenant, je vais faire une rotation, mais en fait, maintenant, tu vois, ma rotation, à chaque fois, je tourne en fonction du petit point jaune ici. Je vais demander à Blender temporairement de ne plus tourner en fonction du point jaune, mais de tourner en fonction de ce point-là que je viens de placer. D'accord? Avec le shift-clic droit. Donc pour ça, je vais juste dans ces paramètres-là et je fais ici 3D curseur. Maintenant, quand je tourne, hop, je tourne en fonction du petit point. L'avantage ici, du coup, c'est que ça permet de gérer la rotation ici sans décoller l'élément qui est à ce moment-là. Donc ici, hop, je vais venir, voilà, vraiment, vraiment coller. Ok, maintenant, on voit bien qu'on touche le sol. Cela étant fait, maintenant qu'on a terminé notre petite transformation, je vais revenir ici et repasser en Bounding Box Center. D'accord? Donc la caméra en vrai est pas mal ici. Alors, hop, ça va me permettre de t'expliquer un petit peu comment fonctionnent les paramètres de caméra. Donc dans une caméra en 3D, on a plusieurs paramètres. On a notamment ici, ce qui nous intéresse ici, c'est la focal length. La focal length, en fait, c'est simplement le zoom. C'est vraiment le zoom. Donc elle est grande, plus la valeur est grande, plus je zoome. Plus la valeur est petite, moins je zoome. Mais ça a un effet, on va dire, qui est secondaire, c'est que quand tu dézoomes, tes perspectives sont forcées. Donc on a plus l'impression que les choses sont loin parce qu'elles vont être plus vite petites. Alors que c'est l'inverse, si tu zoomes, elles vont être quasiment tout le temps de la même taille. D'accord? Donc l'effet de perspective est renforcé quand tu dézoomes, il est annulé ou en tout cas réduit quand tu zoomes. Donc on va nous avoir un effet plutôt donc ce qu'on appelle une courte focale, avec une valeur assez courte ici, ça donne un effet du coup où le pistolet va paraître énorme. Donc ça va être assez marrant en fait. Ça donne un effet un peu étrange. Voilà, tu vois, c'est assez marrant je trouve comme effet de rendu. Hop, hop, voilà. Tac. Alors, je vais essayer de faire un truc plutôt comme ça. Ah, c'est un peu trop parce que du coup on voit plus le manche derrière, c'est un peu dommage, je vais peut-être rezoomer un petit peu. Ouais, c'est un peu mieux. Un petit astuce, d'ailleurs, quand tu contrôles tes caméras, ce que tu veux souvent, c'est tu veux éviter d'avoir le fond ici, parce que tu vois pas exactement ce que tu cadres. Tu préférais que ça soit noir. Pour le faire, tu prends ta caméra, tu vas dans Viewport Display ici, hein, toujours dans les propriétés, et tu mets passe-partout à 1. Maintenant, du coup, on ne voit que ce que je cadre, et c'est ce qui m'intéresse. Ok. Est-ce que je mets comme ça ou est-ce que je mets comme ça? J'aime bien toujours avoir une diagonale sur la caméra. J'aurais envie de plutôt, je pense, mettre comme ça. Ça donne un effet un peu plus basculé. C'est marrant. Ok. Maintenant que ça c'est fait, du coup, on va commencer notre éclairage. Alors, on est clairement en extérieur, hein. Là, il n'y a pas tellement de doute, vu l'HDRI qu'il y a derrière. Donc, on va faire déjà un sun, clairement. Donc ici, je vais venir faire un sun. Après, je me dis ça, mais le fait est que là, on va avoir de la lumière aussi verte à l'intérieur. Donc, si je fais un sun en extérieur, on va avoir quelque chose où je vais beaucoup moins voir ces lumières-là et ça va faire un truc un peu joli ça. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais imiter le fait qu'il y a un portail devant. Et du coup, je vais faire une énorme area light devant. Donc il n'y aura pas de sun du coup. Je vais quand même mettre un sun qui va imiter la lune, d'accord? Donc on va ici, hop, venir là. Alors je vais essayer de le mettre en contre-jour, ça fera assez joli je pense. Un truc comme ça, voilà.
Voilà, ça va donner cette réflexion-là qui est assez sympa. Et on va faire une lune. Donc une lune, ça donne un éclairage un poil bleuté, mais surtout, évidemment, beaucoup moins fort, peut-être à 0,05. Voilà, on a quelque chose de très très doux. Et aussi, on va avoir quelque chose qui va être un peu plus flou en termes d'angle. Pas des masses floues, hein, mais un petit peu flou. Et ça va donner ce reflet-là ici. Alors, je sais pas si ce reflet-là, j'ai envie de le garder. Je n'ai pas envie de le garder, il faut que je tourne, hein. Peut-être qu'on va plutôt avoir quelque chose comme ça. Parce que la grosse limite blanche, là, ça correspond à rien dans la vue, tu vois, c'était un peu bizarre. Là, c'est un peu plus logique. Donc voilà, ça c'est notre première source d'éclairage. Donc je vais la renommer ici, et c'est important de la renommer. Donc je vais passer dans mon outliner ici. Hop, et je vais la renommer Moon. D'accord. Donc comme je disais, on va faire une area light devant qui va simuler un portail ouvert. Parce que tu sais, c'est un pistolet qui ouvre des portails. Je sais pas si tu t'avais un petit peu Rick et Morty. Si t'as pas vu, va voir, c'est trop bien. Donc pour ça, je vais créer du coup une area light. Et tu vois d'ailleurs, quand je crée un objet, hein, petite astuce, il se crée au niveau de notre curseur 3D. Voilà, ça c'est bien bon à savoir. Donc je vais mettre ma area light ici, d'accord. Et je vais, imaginons, il a fait un portail, donc ce sera peut-être un truc ici, comme ça. Le portail est beaucoup plus grand que le pistolet, logiquement, donc on est plutôt sur un truc genre là, hop, beaucoup plus grand, peut-être avec cette taille-là, voilà, ici. Ok. Et on a quelque chose où on a un truc. Alors, un truc qui est intéressant, c'est que je peux pas montrer, mais là, pour l'instant, tu vois, notre portail, si je l'affiche en rendu, je pense display, visibilité, pardon. Hop, donc pour l'afficher en rendu, hein, tu appuies ici sur le petit carré objet et tu fais vraie visibilité caméra. Et tu vois que du coup, bah, c'est un carré, hein, alors qu'un portail, c'est plutôt un disque en forme. Donc ici, on va mettre ici disque. Ok. On va l'agrandir du coup un peu. Voilà. Donc un portail, il ferait certainement. Oh, il serait beaucoup plus grand que ça en fait, quand j'y pense. D'ailleurs, ça, on va l'agrandir un peu aussi. On serait plutôt sur un truc comme ça, hein, pour le portail, honnêtement. Voilà. Et il est un peu étendu sur. Ah, je peux pas l'étirer, bon, c'est pas grave. Et là, évidemment, on va prendre ça, on va mettre du vert, parce que le portail c'est vert. D'accord. Et on va balancer la puissance à bam. Ok. Voilà, l'idée, c'est que tu veux avoir un portail ici, tu veux avoir ce portail qui se reflète. On va peut-être mettre même un 1000. Voilà. Est-ce qu'on l'agrandirait pas un petit peu? Yes. Ok, donc là, comme ça, on avait un portail qui était devant. C'est vraiment assez cool. Est-ce qu'on le pousserait pas encore un peu? Là. On veut que ça éclaire. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu trop violent, parce que du coup, ça vient un peu écraser malheureusement mon image. Donc, je pense que je vais ici garder le portail, mais je vais pas le mettre en face, parce que le fait de l'avoir en face, ça rend mon image parfaitement plate. Et ça, c'est un truc à savoir quand tu fais de l'éclairage, c'est qu'il faut éviter de mettre des éclairages en plein dans la gueule des gens en mode flash, comme là je viens de faire, parce que ça vient aplatir totalement ton image. Ce que tu veux, au contraire, c'est quelque chose qui fait ressortir le volume de ton objet. Donc souvent, en fait, ça veut dire tout sauf en face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le portail autour de mon objet. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais faire galérer à faire ça, mais non. En fait, il y a un truc très marrant, c'est qu'on a vu tout à l'heure, c'est que tu peux mettre ton curseur 3D sur l'objet en faisant Shift clic droit, d'accord, par exemple ici, et après utiliser le curseur 3D en pivot pour tourner ton objet. Du coup, ton objet, ta caméra, elle va tourner autour. Enfin, ta caméra, ton, 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 ton portail pour le coup là. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui serait le plus stylé, où est-ce qu'on peut mettre ce portail. Et tu vois, je teste, hein. Le lighting, c'est ça, hein. C'est des tests et des tests et des tests, hein. En vrai, ça pourrait presque être cool de l'avoir derrière. Alors là, je le trouve pas mal. Je trouve que ça fait une belle réflexion ici. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, en vrai, là, du coup, avec ça, la lune, par contre, elle sert plus à rien. Donc, je vais regarder si je peux pas la mettre autre part. Enfin, autrement. Pour avoir une réflexion un peu plus intéressante. Là, tu recherches pas. Voilà, tu vois, ça fait une petite ligne un peu stylée. Voilà, ça c'est un peu plus joli, tu vois. Et je vais la rendre un peu plus bleutée, la lune, quand même. Histoire d'avoir un truc un peu plus cool. Peut-être à l'opposé de notre vert. Quand on est dans Rick et Morty, hein, on peut être dans une planète, du coup, complètement what the fuck. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu notre portail. Le portail, je pense, je le trouve toujours pas assez fort, hein. Il faut y aller, hein. C'est un portail de lumière. Hop, voilà, nickel. Et on va faire un truc en particulier. Tu vas voir, ça va être vraiment marrant. On va prendre le portail. Et le problème, c'est que là, le portail, il ressemble pas à un portail parce que c'est juste c'est un cercle full blanc, en fait. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même un minimum, une gueule de portail. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre. On peut utiliser la technologie des shaders, c'est-à-dire les nodes, dans nos lumières. D'accord. Et du coup, on va changer cette lumière en un node pour qu'en fait, elle n'éclaire pas de la même manière partout et que ça fasse plus portail. Alors, je te montre comment faire. On va essayer d'aller dans ici Node et on va cliquer sur Use Node. D'accord. On n'a rien changé pour l'instant, c'est normal. Use Node ici, on va changer cette couleur-là, on va la remettre en blanc. D'accord. Mais alors pardon, CTRL Z, ici on va la remettre en blanc. Et par contre, du coup, ce qui est important, c'est qu'on va d'abord la mettre ici. Donc, CTRL C, ici, je mets ma souris dessus, CTRL C.
CTRL V. D'accord? Et ça, je le mets en blanc. Voilà. C'est important que ça soit les valeurs par défaut, sinon ça va faire n'importe quoi. Et maintenant que ça c'est fait, je vais ouvrir le nœud de shader de cette lumière. Donc pour ça, j'ouvre un nouvel onglet et je viens ici dans Shader Editor. Je ne rappelle pas comment on ouvre des onglets, je pense que c'est bon. Et ici, on va utiliser le nœud Noise. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on en avait parlé dans la théorie des shaders, notamment pour faire notre côté un peu craquelé de métal là. Donc ici, Shift A, texture, Noise. Le noise, hein, je rappelle, c'est simplement des valeurs aléatoires de noir et de blanc. Le problème, c'est que là, tu peux faire ce que tu veux, toi, on ne le voit pas, notre noise, il n'est pas dans notre lumière. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'il faut la mettre, il faut venir ici mettre des coordonnées de texture pour expliquer comment le noise doit se mettre sur la lumière. D'accord? Pourquoi ça marchait sur notre objet? Parce qu'en fait, notre objet, ils ont des coordonnées de texture par défaut, qui expliquent à Blender comment mettre le noise sur notre objet. Mais pas les lumières. Leur lumière, il faut leur dire. Alors, lumière, c'est quoi? Il faut ici venir et chercher simplement coordonner ici, generated. Voilà. Et là, du coup, logiquement, on devrait avoir notre... On n'a pas notre noise. Donc là, ici, on va créer un noise. D'ailleurs, je pense que ma tête a caché l'endroit où j'ai créé le noise ici. Donc je répète, je vais bouger ma tête pour être sûr que tu ne sois pas perdu. Je vais la mettre là. Ici, tu peux venir là, il y a un bouton qui s'appelle Use Nodes et tu cliques dessus. Okay, simplement, pour créer un noise. Un nodes. Donc on va faire un noise. On l'a déjà vu, c'est un nœud qui sert à faire un... Alors je vais plutôt te montrer où est-ce qu'on le crée. Shift A, texture, noise. Et c'est juste un nœud qui permet de créer des valeurs aléatoires de blanc et de noir. Alors le problème, c'est que si je l'affiche directement ici, je ne le verrai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs là sont tellement cramées avec cette valeur-là que je vois juste du blanc. Parce que même les valeurs les plus petites de mon noise sont blancs en fait. Donc comment je peux faire pour éviter ça? En fait, il faut que je contraste ce noise ici. D'accord? Donc pour contraster ce noise, il faut utiliser ce qu'on appelle un map range. Donc ici, c'est dans search et map range. Je ne sais plus où est-ce qu'il est rangé, mais c'est pas très grave. Et tu le mets entre les deux. C'est un nouveau nœud, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le map range ici, comment ça marche? C'est très simple. Tu as une valeur ici from min et from max, ça tu oublies pour l'instant. Et plus ces valeurs-là sont rapprochées, donc plus ces nombres-là sont proches, plus ta valeur ici sera contrastée, et du coup plus on verra la différence. Regarde, si je rapproche from min de 0,5 et si je tire from min vers 0,5 aussi, hop, on commence à le voir. Regarde, tu vois? On voit qu'il est beaucoup trop petit en fait. Et nous on voit des choses beaucoup plus grandes. On voit un truc en gros comme ça. Ok? Ah, ça ressemble à ressembler un peu plus à un portail, tu vois. L'idée, c'est qu'on veut pas du noir et du blanc, nous, hein. On veut du vert et du blanc, plutôt. Donc ça, en fait, le résultat ici, je vais le mettre dans Strength de émission. Et je vais mettre ça là-dedans. Et là, bam, j'ai du vert. Évidemment, le contraste, maintenant, est trop violent. Encore une fois, je t'ai dit, je veux quelque chose où je veux que ce soit éclairé tout le temps. C'est juste que je veux pas que ce soit éclairé de la même manière partout. Donc ici, je vais venir baisser le from min, d'accord, et augmenter le from max. Ok, et on va dégager ici le clamp, là. Parce que le clamp, ça va éviter d'avoir des choses, on va dire, qui soient trop contrastées. D'accord? On va essayer d'aller chercher un petit peu cette différence. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment complètement cramé, j'arrive pas à voir. Encore une fois, après ça se verra pas dans. Quoique si ça se verra un peu au rendu quand même. Même vraiment du noir, hein, le petit. Alors, on va regarder un petit peu comment on peut aider ça. Regarde ce qu'on va faire. On va faire plutôt que d'utiliser une force d'émission ici, on va venir faire ce qu'on appelle un color ramp. On en découvre des nœuds aujourd'hui. Le color ramp, ce qui est bien avec lui, c'est qu'en fait, ça te permet de prendre une valeur qui a des nuances de noir et de blanc, d'accord? Nuances de noir et de blanc, et de le passer, du coup, ici, dans une couleur. L'avantage, c'est que contrairement à ça, alors tu peux peut-être même dégager... Oh, coco, on va l'utiliser quand même, ouais. On peut venir en fait changer la couleur, donc on peut partir par exemple du vert foncé, voilà, ici, au vert plus saturé, tu vois, au vert quasiment jaune, tu vois. Ah, ok. Et tu peux venir changer évidemment à quel point tu as du jaune, du vert, etc. Et du coup, ça donne un effet vachement plus cool, d'accord? Et après, tu peux venir contrôler cet effet avec directement ton map range ici en venant coller ou pas les valeurs. Là, du coup, on a un truc qui commence à être un peu sympa quand même. Hop. Tac, alors c'est un peu trop jaune, je pense que je vais revenir un peu. Allez. Voilà. Et là, ça me paraît d'avoir quelque chose qui est vraiment cool en termes d'éclairage et de valeur. D'accord? Si ici je viens cacher, tu vois là j'ai la lumière, ça me dérange un peu pour voir ce que je fais, je peux venir cacher les éléments dans Viewport juste pour voir le rendu sans les paramètres de sélection, etc. Donc ça me donne ça. Et tu vois que c'est assez cool, tu vois. Ça fait un petit portail. Alors c'est pas le meilleur portail du monde, évidemment, mais c'est pas grave parce qu'en fait tu vas voir qu'à la fin, tout ça, on verra quasiment rien, parce que ce sera flou, mais je vais y revenir. Donc ça c'est fait. Du coup qu'on a créé notre portail. Eh bien, on a un éclairage qui est pas mal, en vrai. On a un éclairage qui commence à être vraiment sympa. On va du coup venir retravailler notre fond, ici, notre world, puisque le world, là, pour le coup, il n'est pas très présent. On peut peut-être pousser un peu sa lumière.
D'accord? Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un peu de lumière pour qu'il éclaire, mais surtout, je veux qu'il fasse plus nuit, parce que là, c'est pas vraiment la nuit quand je le pousse ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 1, mais je vais modifier ces paramètres-là pour qu'on soit beaucoup plus bleu et beaucoup plus foncé. Donc, comment je peux faire ça? Et ben, en fait, ça tombe bien, le world, c'est aussi des nœuds, comme les shaders. Je te montre, hein, si je viens ici, et pardon, plutôt comme ça, du coup. Si je viens ici et que je viens chercher le shader editor, toujours pareil, mais que là, je viens ici cocher world, hop, en fait, j'ai déjà mon nœud, c'est celui-ci. Et du coup, ce qui est cool, c'est que je peux changer la couleur de ce nœud en mettant un nœud entre les deux. Donc ça, c'est mon image maison. Ça, c'est le résultat. Là, je peux changer la couleur. Comment je fais pour changer la couleur? Bah, je peux mettre un truc tout bête qui est un curve. Et le curve, il permet de contraster une image. Genre là, je peux hop, baisser et ça va donner une image beaucoup plus sombre. Et du coup, là, on a vraiment beaucoup plus l'impression que c'est la nuit, tu vois. Alors c'est la nuit, mais ça, moi, je sais pas la couleur que je veux. Je voudrais une nuit, mais beaucoup plus nuitée, tu vois, beaucoup plus bleutée. Et pour ça, bah, en fait, je peux faire ce qu'on appelle un mix color. Le mix color, ça sert à faire, comme dans Photoshop, un mix entre deux images. Donc en gros, on va prendre cette image-là et on va la mixer avec du bleu. Ici, mix color. D'accord? Shift A, S hein, pour chercher, hein, toujours. Ou alors tu l'as aussi dans, je crois, converteur, mix color. Ouais, ici, c'est celui-là. Et là, je prends ici la color que je viens mettre dans la première. Je viens mettre ça ici, d'accord? Et je viens mettre ça là en bleu. Et du coup, tu vois que quand je change le facteur, je peux passer du premier au deuxième. Le facteur à 0, ça affiche le premier. Le facteur à 1, ça affiche le deuxième. Le problème, c'est que c'est pas bleu nuit, ça. Pour faire un bleu nuit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer le mix ici en multiply. Et là, du coup, ça va faire un bleu beaucoup plus nuit, tu vois. Et là, ça commence à être cool, tu vois. Yes. Ah là, j'aime bien, là. Ok, c'est pas mal, ça. Là, on a quelque chose un peu plus cool. Et on peut même pousser un petit peu la strength, histoire qu'on éclaire un peu plus. Et là, on se retrouve avec un éclairage que je trouve pas mal. C'est pas incroyable, c'est pas le meilleur truc de la vie que j'ai fait. Mais on a une première image. Pour une première image 3D, on est quand même sur un truc assez cool. T'es pas d'accord avec moi? Alors, il reste deux petits trucs à faire avant de terminer et de faire le rendu. Le premier truc à faire ici, ça va être simplement de gérer les paramètres de caméra. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos paramètres de caméra, pour l'instant, notre caméra, elle est tout sauf réaliste. Pourquoi? Parce qu'une caméra, ça a un impact très particulier, c'est que ça a la capacité, enfin, c'est plutôt même la contrainte, c'est plutôt une contrainte technique de seulement rendre une partie de l'image nette. C'est-à-dire que tu as seulement une partie de ton image qui va être nette et le reste sera flou. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça que les caméras fonctionnent. Quand on dit une partie de l'image, en fait, c'est une partie de la profondeur. C'est-à-dire que tu vas avoir, imaginons ta caméra qui est là, ton objet qui est là, et en fait, ta caméra sur toute la profondeur, elle pourra par exemple rendre seulement cette partie-là nette et tout le reste devant et derrière sera flou. Encore une fois, je parle en termes de profondeur, hein. Donc pour te montrer ici, je me mets comme ça, tu vois. Si c'est ça qui est net, ce qui est devant ici, si j'ai ma caméra qui est là, ce sera flou. C'est ce qui est derrière ici, ce sera flou aussi. D'accord? Et toi, ce que tu peux faire, en fait, tu peux juste changer à quel point c'est net. D'accord? À quel point la partie que tu prends est nette. Parce que là, pour l'instant, dans notre rendu 3D, eh bien, tout est net pour l'instant. Alors qu'en vrai, dans la vie réelle, une caméra, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut des parties floues. Tu vas voir que ça donne un effet beaucoup plus réaliste. Et là, ce qu'il faut faire, du coup, c'est dire à notre caméra, OK, est-ce que tu peux, s'il te plaît, être net seulement sur notre pistolet? Notamment, je pense qu'on va aller chercher la netteté sur ça ou sur ça. D'accord? Je pense qu'on sera plutôt sur ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est simplement venir créer un objet ici. Et l'astuce pour créer un objet ici, c'est facile, c'est faire Shift clic droit. Et tu vois, ça pose le curseur 3D à ce niveau-là. Et je te rappelle que quand tu crées un objet, l'objet se crée à la position du curseur 3D. Donc si je fais Shift A ici et je crée un objet, ça va se faire. Et en fait, un objet que tu as besoin seulement pour avoir une position dans le monde, en fait, c'est ce qu'on appelle un empty. C'est un objet nul qui ne enregistre que la position. Donc Shift A, empty, plain axe. C'est juste un objet qui ne sert qu'à enregistrer une position quelque part. Okay, et cet objet, on va le changer, on va le renommer focus, parce que c'est là-dessus que la caméra va focus. Focus, hein, c'est le nom qu'on donne à la zone sur laquelle la caméra va être nette. Et pour dire à ma caméra, est-ce que tu peux prendre ça en tant que focus, s'il te plaît? Tu prends ta caméra, tu vas dans ses options, et là, ici, tu viens dans Depth of Field, et tu viens pipetter ici ton focus. Bam. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est rien pour l'instant, parce qu'il faut l'augmenter, ta Depth of Field. Là, tu as ta F-stop. Alors, c'est un peu particulier, c'est des... hop, je vais me déplacer. C'est des... alors, on va baisser tout ça, histoire que voilà. C'est le fonctionnement mécanique d'une lentille qui fait ça, mais du coup, plus le chiffre ici est proche de 0, plus tu seras flou. Regarde, d'accord? Plus je suis flou. On le voit, il commence à être flou là derrière. Ok? Plus je suis flou. Plus le chiffre est proche de l'infini, plus t'es net. Et nous, on va aller chercher. Alors, moi, j'aime bien en fait avoir des valeurs très floues. Je trouve que ça donne des effets un peu macro, un peu cool, surtout que le pistolet il est assez petit en fait. Donc, ça va donner un effet d'échelle assez marrant. Donc ici, on va avoir un truc, voilà, j'ai envie d'avoir un truc un peu comme ça, tu vois. Pas mal. Et en plus, j'ai pas envie qu'on voit trop notre portail parce que notre portail il est pas ouf. Donc on va essayer de le flouter avant. Ok? Donc voilà un petit peu notre concept.
Maintenant qu'on a ça, on va prendre cette caméra qui est en place et on va venir faire un truc en plus, c'est qu'on va venir flouter notre. Enfin, flouter, non, je dis n'importe quoi là. Non, pas flouter, n'importe quoi. On va pas venir flouter, Ouh, on se réveille. On va venir par contre faire en fait la partie qui manque. Tu te souviens, il manque un truc dans cet endroit-là, de ce petit truc vert là, d'accord? Donc il manque deux choses. Il manque déjà un premier truc qui doit éclairer à l'intérieur du truc vert, d'accord? Ça va être assez simple. On va simplement mettre une light à l'intérieur. Ça va être tout bête. Regarde, je te montre. Ici, je vais venir je vais rentrer dedans. Je vais faire un Shift clic droit pour mettre mon curseur 3D ici et je vais faire une light qui va être une aria. Encore une fois, c'est fou, hein. Et cette aria, je vais venir la mettre. Et alors cette aria, c'est important, c'est qu'il faut qu'on la voit, d'accord? C'est important. Cette aria, il faut qu'on la voit. Donc ici, viewport visibility et je viens choper ici, voilà, caméra ici. Et je vais venir la mettre dans. Oh, quoique non, c'est même pas obligé de la mettre dans caméra parce qu'en fait, comme elle est dans le verre, on la verra par défaut. C'est bon. Hop, on va la venir, du coup, vraiment venir la mettre par-dessus. Voilà, on va la scaler un petit peu ici, voilà. Et surtout, on va la mettre en disque parce que c'est aussi un disque, d'accord? Donc, type disque. Hop, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'elle colle à peu près, un petit peu plus petite, voilà. Et ici, je vais passer en wireframe Z ici vers la gauche. Et je vais reprendre, du coup, je vais mettre la lampe dans la bonne direction. Je vais la faire tourner par rapport à son point de pivot à elle. Voilà, hop là, ici. Ok, d'accord. Voilà, et hop là. Ça étant fait, on va mettre ça pareil en vert, d'accord? Plutôt sur ce vert là. Et une puissance démentielle, encore une fois. Histoire qu'on se voit. Et là, tu te rends compte que la puissance, elle a pas l'air de fonctionner à travers le verre. Tu vois, j'ai beau augmenter, ça bouge pas. Et ça vient d'un truc très particulier, c'est que c'est peut-être pas le cas chez toi, mais moi, c'est le cas dans mes paramètres de rendu. Ici, j'ai un truc qui s'appelle clamp, ici dans Light Pass, dans mes paramètres de rendu, Light Pass, clamp, indirect light. Je vais juste augmenter ça à 10, d'accord? Pour que ça fonctionne ici. Et ça, je vais mettre ça à 100, d'accord? Te pose pas la question de qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne. C'est des choses qui sont un petit peu plus techniques et que j'aurais pas le temps d'expliquer dans cette série de cours. Juste que si jamais tu te rends compte que tes lumières, la puissance n'augmente pas à travers du verre, il faut augmenter cette valeur-là dans un direct light. Je vais pas aller plus loin que ça. Ce serait intéressant d'en parler, mais c'est beaucoup trop technique. Et voilà, j'en parle, je pense, dans d'autres vidéos, et j'en parle évidemment dans les cours de l'école H3 là, évidemment en détail. Ça veut pas dire qu'il faut pas savoir ce que c'est important de savoir ce que c'est, mais à un moment, sur des cours comme ça, où on n'a pas tellement de temps sur YouTube, et que j'ai envie d'aller à l'essentiel avec toi, il faut que je puisse faire des choix. Cela étant fait, du coup, maintenant on a une lumière à l'intérieur et c'est vachement plus cool parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui éclaire. Ça, c'est cool. Maintenant, cela étant fait, il faut encore faire cette espèce de petite bébête là qui est à l'intérieur. Enfin, cette espèce c'est une espèce de boule d'énergie, je sais pas trop ce que c'est, mais du coup, il va falloir le faire. Alors, ça, je vais l'apparenter à notre pistolet, comme ça, si on le déplace, ça fonctionnera. D'accord? Et il va falloir faire la bébête à l'intérieur. Alors, la bébête à l'intérieur, comment on va faire? Mais en fait, on va pas vraiment s'embêter. En fait, en gros, tu vas voir qu'on va être assez intelligent. On va venir simplement créer une sphère. On va lui faire des petits bras et en fait, avec le shading, ça va créer une espèce de boule d'énergie sans trop de problème, tu vois. Donc, comment on fait cette sphère? Eh ben, c'est très simple. Alors, je vais repartir d'une scène vierge pour travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes objets, je vais tout cacher, d'accord? Donc, comment je fais ça? Eh ben, regarde, je vais mettre mon curseur 3D au centre. Pour ça, il faut que tu fasses Shift S et ta curseur to World Origin. Donc, ça va remettre le curseur 3D au centre du monde, d'accord? Je vais créer un objet qui sera un cube. Tu vois, pourquoi je ne parle pas d'une sphère, je vais expliquer juste derrière. Donc je crée un cube, d'accord? Et j'appuie sur le slash pour du coup réisoler tout, et comme ça je travaille tout seul et je ne suis pas embêté. D'accord? Et ça, je peux fermer, je ne vais pas fermer, mais je vais juste passer en solide temporairement. Donc maintenant, je travaille sur cet objet-là, et je vais isoler cette vue pendant que je travaille. Donc je vais faire CTRL espace. Comme ça, je ne suis que sur cette vue-là. CTRL espace, ça sert à maximiser une vue en fait. Où est-ce que tu as souris? Ok? Maintenant que ça, c'est en place, je vais pouvoir recommencer à travailler. Donc ici, je vais venir prendre ce cube et je vais le transformer en sphère. On sait comment faire, il suffit de faire un CTRL 2 du pavé numérique. Ça fait une subdivision surface à 2. D'accord? La preuve, hein, si je viens ici dans mes propriétés, dans mes modifieurs, tu vois que j'ai une subdivision qui a été ajoutée. D'ailleurs, je vais l'appliquer cette subdivision parce que pour l'instant, tu vois, on ne la voit pas dans la topologie. J'aimerais bien qu'on la voit dans le mode édition. Donc, je vais ici l'appliquer, cette subdivision. L'appliquer, donc ça va. Tu vois, les transformations que ça fait, ici, j'y ai pas accès encore. Si je l'applique, les points vont devenir en dur dans mon modèle d'édition que je pourrais changer. Donc ici, je vais l'appliquer. Pour l'appliquer, tu vas ici, Apply ou CTRL là-dessus. D'accord? Maintenant que c'est appliqué, quand je passe en édition, tu vois que j'ai accès aux points directement. Et ça tombe bien, parce que je vais pouvoir faire mes petites tentacules un petit peu marrantes. Donc ça va être assez rapide, hein. Je vais prendre juste des petits trucs un petit peu au hasard, et puis je vais faire des extrudes. Donc hop, hop, hop. Donc là, rien d'incroyable, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a déjà fait ensemble. Donc je vais aller assez vite. Tac, hop, hop.
Donc voilà, on a une tentacule. Tu vois, encore une fois, comme d'habitude, je m'embête pas à ce que ce soit rond, hein. La rondeur sera faite par la subdivision à la fin. Donc n'aie pas des choses trop lourdes. C'est un truc que je vois trop souvent. Tu vois, donc ça va assez vite. On va en faire encore une ou deux de plus. Donc voilà, c'est des E et des scales. Encore une fois, de toute façon, je t'ai expliqué, hein, la modée, c'est des insets et des extrudes, hein. C'est jamais plus compliqué que ça, hein. Ça veut pas dire que c'est pas compliqué la modée. C'est parce que tu fais que des insets et des extrudes, va faire un humain avec des insets et des extrudes, tu vois que tu vas t'amuser. Mais par contre, l'avantage, c'est que les outils, il n'y en a pas beaucoup en fait à retenir en modée. Et si tu connais un peu Blender, tu peux te dire ouais, on aurait pu faire ça en sculpt, machin. Oui, mais le problème, c'est qu'évidemment, encore une fois, c'est un cours pour les débutants qui découvrent. Et les sculpts, en fait, c'est pas du tout un truc pour les débutants. Si t'as pas compris les principes de topologie de base en sculpt, tu peux rien faire en fait. Et c'est pour ça que je vois d'ailleurs beaucoup d'aberrations sur le sculpt en cours, en tuto ou en cours en général. Parce que les gens font du sculpt en mode à l'arrache, on s'en fout de la topo, et après en fait leur modèle est tellement lourd qu'ils peuvent même pas le rendre en fait. Ou faire des UV ou faire ce que tu veux. Donc évidemment, c'est pas pensable ça. Ok, hop. Ok, donc on a un truc pas mal. Alors c'est toujours un petit peu trop clean out, tu vois, j'aimerais un truc un peu plus aléatoire. Donc là, je peux prendre toutes mes faces. Il y a un truc trop bien, c'est que tu peux venir faire un randomize de tout ça. Alors je sais jamais où est-ce qu'il se trouve, mais par contre en fait ce qui est un truc, ça me permet de te montrer un nouvel outil dans Blender, c'est que tu peux chercher un opérateur avec la touche F3 de ton clavier. D'accord? Un opérateur, je rappelle, c'est un truc que tu fais dans Blender. Donc F3, et ça s'appelle randomize, et c'est ici, mesh transform randomize. Et là du coup tu vois ça randomise un peu tous les faces, tu vois. Et je peux venir changer un petit peu la mount. Alors, le truc c'est qu'il va me casser mes branches ici, donc c'est un peu dommage. Je vais plutôt le faire sur la sphère au milieu plutôt que de le faire sur les branches. Donc je prends quelques faces ici, voilà. Ok, je recommence. F3, randomize. Et hop, tu vois, ça va faire ce petit truc histoire que ce soit un peu plus organique, tu vois. Voilà, c'est plutôt, là c'est plutôt pas mal. Là j'aime bien. Là on a quelque chose qui a été vraiment un peu plus organique. Je vais le mettre en smooth ici, voilà. Et je vais démaximiser ça. Hop, contrôle espace. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir faire une subdivision dessus pour que ce soit là, ça l'arrondisse, CTRL 2, voilà. Et là on a notre petite boule d'énergie. C'est pareil, elle est pas folle. J'aurais pu utiliser beaucoup plus d'outils pour la rendre plus intéressante, notamment de la displace, etc. Mais encore une fois, l'idée de ce cours, c'est de garder les bases en gros. Et là, je vais l'appeler, je vais la renommer, c'est d'ailleurs le seul objet que je vais renommer, je pense. Je vais l'appeler énergie. Je ne sais même pas si c'est l'énergie ou peu importe, on s'en fout. Et ici, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais rappeler sur slash pour revoir la totale. Et je vais venir prendre cette boule et la mettre dans notre objet ici. D'accord? Voilà. Alors évidemment, ça ne peut pas passer à travers. Donc hop. Ok. Alors regarde ce que vous avez en rendu ici. Donc on a bien notre boule qui est là. Ça fonctionne assez bien. On va lui donner un shader un peu plus intéressant. Donc pareil, là ce sera un shader qui va éclairer donc de l'émission, hein, on se rappelle. Je suis en train de faire play par contre. Là j'étais en train de jouer l'animation. On va remettre ici à 0. Voilà. Donc pour ça, je vais ici, hop, venir ça, ouvrir cette petite fenêtre ici, repasser en shader, faire un nouveau shader. Je vais l'appeler SH Energy. D'accord? Je sais pas pourquoi j'écris ça énergie, c'est énergie. Et ici, je vais passer en émission, je vais mettre une couleur verte. Pareil, voilà. Et je vais mettre une émission de stress à 100 pour avoir un truc, tu vois, une énergie qui... Ok. Et là, ça commence à être assez cool parce qu'on a une énergie qui éclaire avec une... dans notre ami le pistolet, tu vois, on va essayer de chercher une teinte un peu plus intéressante. On a le portail derrière. Enfin, on a une image qui est plutôt cool. Le dernier truc qu'il nous reste à faire avant de pouvoir se poser la question de comment on va faire le rendu, etc., c'est de changer le sol. Hein, parce que là, le sol, pour le coup, c'est pas hyper beau. Alors moi, quand je sais pas trop comment mettre en sol, souvent, en fait, c'est intéressant de mettre un sol qui réfléchit. Parce qu'en fait, ça donne tout de suite de la profondeur à ton image. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ici ça. Je vais appeler SH, je vais mettre vert à la limite, parce que ce sera du vert en fait quasiment. Ce sera pas du glace comme on fait, mais ça va être du vert, tu vas comprendre pourquoi. Je vais mettre ça avec une couleur très sombre, et je vais venir ici en fait baisser la roughness. Et du coup tout de suite ça fait un truc tu vois, qui réfléchit tout, et c'est vachement plus joli. Hop, on va aller jusque là, je pense que c'est pas mal en vrai, en termes de réflexion. Et voilà, et là on a une image qui est vraiment, vraiment très sympa. D'accord? Pour une première image quand même, c'est cool. Non? Moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Attends, on a fait quoi? Ça en 4 heures? 4 heures, tu débutes la 3D, tu n'as jamais touché à un projet, tu vois, il n'y a rien de compliqué pour l'instant, on n'a touché à aucun truc technique quasiment, et on a déjà une première image qui est vraiment sympa. Tu vois, comme quoi la 3D, si c'est appris correctement, tu peux faire des trucs très cool sans passer par des trucs ultra techniques compliqués, même si, à un moment, il faut passer par des trucs techniques compliqués pour faire des trucs de malades mentaux, et pour se démarquer des autres. Mais ça, c'est pour après. Pour l'instant, on reste sur des trucs simples et basiques qui permettent de faire des images stylées. Maintenant que ça c'est fait, eh bien, il va falloir faire deux choses. Rendre cette image, donc expliquer comment fonctionnent les paramètres de rendu, etc. Et faire le compositing de cette image, donc faire la post-production. Tu te souviens des cours théoriques qu'on a vus il y a quelques semaines là? Bah c'est ça. Je vais pas le faire dans cette vidéo, je vais le faire dans la vidéo qui va sortir dans quelques temps. D'accord? Donc ça va être la suite de ça. Donc là, on vient de terminer l'éclairage de notre scène. J'espère que ça t'aura plu. Et oui, et oui, et oui. Si tu veux aller plus loin, si
tu veux aller plus loin, j'ai quelque chose qui va certainement t'intéresser. Premièrement, j'ai un petit truc pour toi ici qui va te permettre d'accéder à absolument tous les fichiers de cette scène. Tous les fichiers de cette scène, de ce projet-là. Donc les fichiers de la modée du pistolet, les fichiers du shading, pardon, et le fichier du lighting, il y aura aussi le fichier du compositing, etc. Ça va te permettre de pouvoir avoir tous les fichiers de cette scène, de pouvoir avancer au fur et à mesure, et si tu as une partie que tu n'as pas compris, de retourner dedans, etc. C'est vachement bien, c'est totalement gratuit. Deuxième chose, je te propose aussi d'avoir un questionnaire. Mais quel intérêt d'avoir un questionnaire? Qu'est-ce que tu racontes, Romain? Est-ce que t'es bourré? Non, 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 écoute bien, tu vas voir, c'est un truc de malade. Le questionnaire, non, c'est des questions sur les cours du pistolet de Rick et Morty. D'accord? Donc, tu auras la suite des cours, en fait, sur la page que je vais te montrer juste là. La suite des cours, les fichiers à télécharger par cours, et à la fin, un petit questionnaire. Le petit questionnaire, ça va être des questions du type: est-ce que tu te souviens comment on fait un shader sur telle face? Est-ce que tu te souviens comment on fait telle lumière? Est-ce que tu te souviens comment la lumière décroît, etc. Bref, ça va être des questions sur ce que j'ai expliqué dans les vidéos. C'est un petit peu une interro, tu vois. Et te dire, mais ok, en quoi c'est cool? Et bah, écoute bien, si tu as les bonnes réponses au questionnaire, je t'offre un rendez-vous avec moi de 1/2 heure, directement en visio, et tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Pendant 1/2 heure, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux sur les projets que tu es en train de faire, sur ce que tu as envie de faire plus tard en 3D, sur peut-être même ce projet-là et que tu galères, peu importe, n'importe quelle question pendant 1/2 heure, je répondrai à tout, ce sera avec grand plaisir. Je t'offre un rendez-vous si les réponses du questionnaire sont bonnes. Pas mal, non? Moi, je pense que c'est super bien. En vrai, si j'avais eu ça quand moi je démarrais, j'aurais été vraiment super content de pouvoir parler à quelqu'un qui travaille dans le milieu, qui est professionnel, pour savoir un peu comment ça se passe, etc. J'avais des tonnes de questions comment je démarrais sur YouTube et je galérais ma race à trouver l'information. C'est ce que je te propose aujourd'hui, gratuitement. 30 minutes de rendez-vous, tu n'as qu'à répondre au questionnaire, c'est juste pour vérifier que tu n'es pas un blaireau et que tu suis au moins les cours que je enregistre, tu vois. Ça me paraît assez logique que si je t'accorde 1/2 heure pour que tu me poses tes questions, il faut que tu sois un minimum motivé et que tu aies mis un minimum d'effort, d'où le questionnaire. J'espère que ça t'intéresse, j'espère que ça te plaît. Si c'est le cas, clique ici maintenant, ça coûte rien du tout, c'est totalement gratuit et tu y arrives direct et il n'y a qu'à remplir le questionnaire et prendre rendez-vous. Ça marche? Alors je te dis à tout de suite.